Anyone hearing this broadcast would communicate with us, and we are very anxious to know how far the broadcast is reaching and how it is being received. If I was with you, you were the top. I dive to the bottom and I never come up. Oh, how long do I have to wait? Les cheminées de l'industrie du 19e siècle crachaient d'épaisses fumées et étouffaient les habitants des villes d'Europe de l'Ouest. À l'aube du 20e siècle, grâce au charbon, les Anglais dominaient le monde, mais l'Amérique s'apprêtait à imposer à son tour sa puissance en s'appuyant elle aussi sur le carbone. Au charbon de l'Empire britannique allait s'ajouter une énergie nouvelle. Aujourd'hui, on se dit que le pétrole vient des pays du Golfe. Mais depuis le premier puits de pétrole creusé en 1859 en Pennsylvanie, le sol américain a davantage été foré que n'importe quel endroit sur Terre. Il y a eu dans l'Amérique de la fin du 19e siècle une ruée vers le pétrole, comme il y eut des ruées vers l'or. L'or noir de Pennsylvanie a attiré les explorateurs, les aventuriers et quelques hommes d'affaires bien inspirés. Le premier sphinx de l'or noir, tout le monde connaît son nom. Et donc, le nom de sa lignée. Une famille de raffineurs, d'hommes d'affaires et de banquiers. Lorsque John Davidson Rockefeller prend sa retraite en 1896, il est l'homme le plus riche des États-Unis et sans doute le plus riche du monde. La Standard Oil, l'entreprise qu'il a créée 30 ans plus tôt, contrôle l'immense majorité du marché pétrolier des États-Unis. Dès le début de son exploitation, le pétrole va accélérer la révolution industrielle. Très vite, il va irriguer le monde et servir pour l'éclairage, pour le chauffage. Il va progressivement remplacer le charbon comme combustible pour la fabrication du ciment et donc du béton utile à l'extension des villes. Le pétrole va entrer dans la fabrication de la peinture, de la teinture, de la pharmacie, de la cosmétique et des solvants. Il va permettre l'émergence du marché du bitume et de l'asphalte, mais aussi de la cire paraffine, avec laquelle on fabrique le chewing-gum, la gomina, les bougies. Tout cela avant même que la grande époque de l'automobile démarre. Quelle bénédiction le pétrole a été pour l'humanité, s'est exclamé un jour John Davidson Rockefeller. Au regard du progrès, c'est vrai. Et au regard des affaires, c'est vrai aussi. Le pétrole va offrir aux classes dominantes de l'époque la possibilité de faire fructifier leurs affaires sans s'encombrer de la contestation sociale. Il va permettre aux industriels de contourner les puissants syndicats de mineurs qui se sont constitués pendant tout le 19e siècle en Europe de l'Ouest comme aux États-Unis et qui, en bloquant les mines, peuvent bloquer toute l'économie d'un pays. Avec le pétrole, les industriels ont sous la main une matière fluide dont l'extraction se fait en surface. Grâce à cette fluidité, ils n'ont plus besoin de recourir au traditionnel réseau de transport que les ouvriers de la mine pouvaient facilement interrompre. Une fois les forages réalisés, l'installation des pipelines et des tankers permet d'organiser une production et une distribution flexible, rapide, internationale. Une production peu gourmande en main-d'œuvre. Le pétrole est une opportunité telle que dès le début du XXe siècle, les firmes pétrolières se lancent dans l'exploration de nouveaux territoires.
De la Russie à l'Iran, les pionniers du pétrole ont entre les mains une matière fossile abondante qui va devenir un enjeu stratégique. Une énergie qui va jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'Anthropocène. En 1910, la marine anglaise, qui est la plus puissante et la plus développée du monde, abandonne le charbon comme source d'énergie pour la propulsion de ses navires au profit du mazout. Dans un même temps, les besoins grandissants de la Royal Navy poussent les industriels à développer des usines capables de produire des centaines de milliers de pièces chaque année. Le soutien du travail manuel des ouvriers, par la précision et la rapidité de la machine, préfigure un concept nouveau, la production de masse. De ce rendement sans précédent, jouiront bientôt les constructeurs d'avions et surtout les fabricants de canons. Entre 1914 et 1918, des dizaines de millions d'hommes sont tués sur des fronts figés, statiques, immobiles. Cette immense boucherie collective va faire la puissance et la fortune de nombreux industriels. Partout, des entreprises se développent grâce aux commandes massives des États en guerre. C'est le cas, pour n'en citer que quelques-uns, de Ford aux États-Unis, de Vauxhall en Angleterre, de Daimler en Allemagne, ou encore des ateliers d'un inventeur français de l'Ouest parisien, Louis Renault. L'homme construit sa première automobile artisanale en 1898 à 21 ans. Le jeune pionnier est un autodidacte brillant et visionnaire. Avec ses deux aînés, Louis Renault crée la société Renault Frères, l'une des premières entreprises automobiles du monde. 16 ans plus tard, c'est la mobilisation générale. Louis Renault dirige un empire. Et la guerre va lui permettre de voir encore plus grand. Tandis que les jeunes soldats meurent au front, Louis Renault travaille avec acharnement. Ses ouvriers et ses ouvrières aussi. Ils sortent des usines des milliers de camions, des obus, des moteurs d'avions et des avions de reconnaissance. En 1917, Louis Renault construit le premier char d'assaut français, le FT-17. Une machine de guerre techniquement révolutionnaire. En 4 ans de guerre, Louis Renault multiplie par 5 le chiffre d'affaires de son entreprise. Et Louis Renault n'est qu'un parmi d'autres. La Première Guerre mondiale donne l'impulsion à la massification de l'automobile et au développement de l'industrie moderne. Les équipements de production tournent à plein régime. Le taylorisme et le travail à la chaîne se diffusent à l'ouest du monde. Le futur se prépare à grands pas. Outre-Atlantique, les entreprises américaines bénéficient de commandes considérables. L'excédent commercial du pays explose. Il passe de 400 millions à 3,8 milliards de dollars en 4 années seulement. La guerre stimule les investissements dans la construction navale, l'aéronautique et la production d'engins à moteur. Et pour que cela soit possible, il faut aussi qu'accélère l'extraction charbonnière et pétrolière. Et donc, la production massive de CO2. Notre problème d'aujourd'hui. La Première Guerre est tragique pour les hommes, mais profitable pour l'industrie. Et dans cette guerre, il n'y a pas que l'automobile, l'aviation, le charbon et le pétrole.
il y a aussi la chimie. Poudre d'explosifs, balles et bombes sortent des usines d'Europe et des États-Unis en quantité sans précédent. L'entreprise américaine DuPont produit près de la moitié des explosifs nécessaires aux forces alliées. En 4 ans, DuPont croît immensément. La compagnie de la côte est américaine passe de 5 000 à près de 50 000 employés. En Allemagne, pour les besoins de la guerre, Fritz Haber, un brillant chimiste, coordonne les recherches des entreprises BASF, Hoechst et Bayer. Haber est l'un des plus grands chimistes de son époque. Pour fournir l'armée allemande en explosifs, il vient de mettre au point un procédé de synthèse de l'ammoniac qui servira de fertilisant dans toute l'agriculture du XXe siècle. Mais là, à ce moment précis de l'histoire, Haber s'intéresse au chlore. Il met toute son intelligence au service de sa patrie. Il veut produire le tout premier gaz de combat. Dans son sillage, les Français et les Anglais développent eux aussi leur propre gaz. La guerre est sale par nature. Elle le devient de plus en plus. Loin de la boue des tranchées, une autre guerre est en train de s'engager. L'industrie chimique américaine regarde le savoir-faire et la créativité des chimistes allemands avec envie. Le potentiel économique du maniement des molécules est une promesse vertigineuse. Dès l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, le président Wilson crée l'Office de la propriété étrangère. L'Office est chargé de saisir les biens appartenant à l'ennemi. Parmi eux, un précieux butin. Les brevets déposés aux États-Unis par les laboratoires allemands. Le géant Bayer se voit ainsi arracher l'une de ses plus profitables inventions, l'aspirine. Une manne dont profitera la Monsanto Company, une jeune entreprise dont le nom est encore peu connu. Cette saisie devait être provisoire et les brevets rendus à leurs auteurs à la fin des hostilités. Mais pour les laboratoires américains, l'opportunité est bien trop belle. Ils se regroupent sous une nouvelle corporation, la Chemical Foundation, et achètent au gouvernement à prix dérisoire des milliers de brevets allemands. La fondation assure ainsi l'émergence d'une industrie chimique américaine prête à concurrencer l'Allemagne d'après-guerre. De l'autre côté de l'Atlantique, les chimistes allemands doivent réagir. Pour pallier à la spoliation de leurs brevets, ils s'unissent en 1925 et forment le groupe IG Farben. Le brio des chimistes allemands va pouvoir encore s'exprimer. IG Farben devient rapidement le plus grand groupe de la chimie du monde. Produits pharmaceutiques, teintures, nylon, plastique, caoutchouc synthétique et pesticides sortent de leur laboratoire. Pendant tout le siècle, les grandes entreprises de la chimie entretiendront une liaison peu recommandable avec la guerre et la destruction. IG Farben produira le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz. La société DuPont produira le plutonium pour le projet Manhattan. Après avoir élaboré ses premiers herbicides, la Monsanto Company cuisinera avec sa consoeur Dow Chemical l'agent orange de la guerre du Vietnam. En mobilisant son génie scientifique pour tuer l'ennemi, l'homme a appris à tuer le vivant en général.
En 1918, l'Amérique s'affirme comme la nouvelle grande puissance mondiale et swing au son du jazz des clubs de Chicago et de New York. Au pied des buildings, alors que les citoyens avaient l'habitude de se déplacer en tramway, on commence à rouler dans les Ford assemblés dans les usines de Détroit. À un rythme métronomique, les derricks aspirent leur noir pour irriguer le monde industriel. Plus que tout autre objet inventé par les hommes, l'automobile devient le symbole de la modernité. Dans un premier temps, la voiture ne profite qu'à une frange étroite de la population, des bourgeois amateurs de sensations fortes. Elle constitue une nouvelle nuisance et un nouveau danger pour la population. De Londres à New York, de Paris à Berlin, les éditorialistes proposent de la bannir de l'espace urbain ou au moins de réduire sévèrement sa vitesse à quelques kilomètres par heure. On la dénonce comme une arme dangereuse, comme l'écraseuse. L'automobile impose dans la ville une nouvelle discipline et rend impossible les jeux d'enfants dans l'espace public. En 1921, à Pittsburgh, une marche silencieuse réunit plus de 5000 personnes en hommage aux 221 enfants écrasés cette année-là. L'année suivante, la ville de Baltimore inaugure un monument à la mémoire des enfants qui ont succombé. La colère et les larmes accompagnent le développement de la voiture. Et le lobby automobile fait entendre aux piétons que la rue ne leur appartient plus. Please, lady. Always look at the traffic signal before you step from the curb. Passage piéton, feu rouge, goudronnage, voie rapide, rond-point, parking transforment progressivement la physionomie des villes pour les adapter aux écraseuses. En 1922, tandis qu'une procession de 10 000 enfants remonte les rues de New York pour prévenir des dangers de l'automobile, un homme puissant, Albert P. Sloan, patron de General Motors, crée un groupe de travail. La mission de ce groupe, échafauder une stratégie pour remplacer les tramways électriques par les autobus et les voitures individuelles. Le cœur du business de General Motors. À ce moment-là, aux États-Unis, 1200 sociétés de transport font circuler leurs tramways sur plus de 40 000 km de voies. 300 000 personnes travaillent pour ces petites et moyennes compagnies privées. Des millions de voyageurs empruntent ces tramways chaque jour. Sloan est un entrepreneur. Il voit grand. Il veut se tailler une part du marché. Mais en octobre 29, le krach boursier fait trembler l'Amérique. Les spéculateurs ont trop spéculé. Le peuple va avoir faim. Les ouvriers et les classes moyennes vont connaître le chômage. Les industriels et les banquiers qui depuis des décennies enregistraient des bénéfices records sont violemment touchés. Les grands noms, Merrill, J.P. Morgan, Goldman Sachs, constatent l'abyssal effondrement de leurs avoirs. La famille Rockefeller voit son patrimoine fondre comme neige au soleil. Winston Churchill perd 500 000 $. Même Groucho Marx perd 240 000 $ dans la crise.
La production de pétrole, de charbon, d'automobiles diminue drastiquement. En moins de 3 ans, General Motors, toujours dirigé par Sloan, voit son action perdre les 3/4 de sa valeur. Les industriels, les hommes d'affaires vont devoir se refaire. Sloan a toujours ces satanés tramways en tête. Et là, prises dans la Grande Dépression, les sociétés de tramway sont elles aussi fragilisées. Nous sommes au milieu des années 30. Pour Sloan, c'est le moment de passer à l'action. La suite de l'histoire est consignée dans un rapport de 100 pages rédigé pour le compte du Sénat américain par Bradford Snell, un procureur spécialiste des lois antitrust. Autour de General Motors, Sloan réunit ses amis. Standard Oil, les Rockefeller donc, Phillips Petroleum et Firestone, un industriel de l'automobile, 2 dealers du pétrole et le premier grand industriel du pneu. Ensemble, ils entrent au capital d'une sombre compagnie de transport, la National City Lines. Ils en prennent le contrôle et créent une myriade de filiales. Ils achètent alors les entreprises de tramway dans près de 45 villes américaines, des petites villes et d'autres aussi importantes que Détroit, New York, Oakland, Philadelphie, Chicago, Saint-Louis, Los Angeles. Quand les municipalités ne veulent pas vendre, les hommes d'affaires n'hésitent pas à utiliser la corruption d'élus et de hauts fonctionnaires et, si besoin, les services de la pègre locale. En 10 ans, les industriels démantèlent des dizaines de milliers de kilomètres de tramways électriques pour les remplacer par des bus à essence, créant ainsi de nouveaux débouchés pour leur propre marché, l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. La fin des tramways américains n'est pas un détail de l'histoire, c'est un marqueur, un symbole d'une pensée univoque du progrès. L'Amérique, comme les autres pays industriels qui vont aussi démanteler leur propre réseau, le font au détriment d'un transport collectif moins encombrant, moins polluant. Les affaires sont les affaires.
Thank